Il y a deux choses que je savais. Je savais ce que je voulais faire, je savais ce que je ne voulais pas faire. Je savais que je voulais faire de l'entrepreneuriat. Mais quel entrepreneuriat, je ne savais pas. Nos parents ne sont pas formatés pour admettre que nous soyons des entrepreneurs. Pour eux, une fois qu'on a fini nos études, il faut trouver les moyens d'être embauché quelque part. C'est ce que nos parents ont tracé pour nous comme destin. Lorsque je cherchais des ressources et que je suis allé voir même mon beau-père, qui à l'époque me conseillait de rentrer, quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit « Écoute, c'est complètement superficiel ton histoire ». Et lorsque j'en ai parlé à ma mère, parce que je savais très bien que ma mère, c'est quelqu'un qui économise beaucoup, qui a toujours un peu de la ressource, j'avais besoin qu'elle me donne 5 millions de francs CFA. Elle avait la possibilité. Mais elle a refusé. Ma mère, dans sa bienveillance, est allée voir mon ancien employeur pour lui dire que je suis un irresponsable de bien vouloir me reprendre. Il y a de cela 30 ans, Régis Fassia a décidé, à la fin de ses études, de quitter la France pour le Bénin, son pays natal, avec pour objectif d'aller y faire de l'entrepreneuriat. Ce qui est particulier, c'est que quand Régis rentrait, il n'avait pas d'épargne, il n'avait pas de projet qui l'attendait, il ne savait même pas ce qu'il allait faire. Mais il savait juste que c'est au Bénin qu'il allait construire son avenir. 30 ans plus tard, il a la tête d'un groupe qui a aujourd'hui conquis l'Afrique, mais bien au-delà des frontières d'ailleurs de son Bénin natal, dans les domaines de la logistique, et il s'est étendu dans d'autres domaines, comme vous allez le voir dans l'interview que nous avons réalisée ensemble. Aujourd'hui, je vous présente un extrait de cette interview parce que je veux que vous puissiez bénéficier de chaque partie de ce qu'il dit. En réalité, cette interview est une masterclass à tous les niveaux. Quasiment toutes les phrases qu'il dit résonnent profondément à l'intérieur des Africains de la diaspora. Voilà pourquoi tu dois absolument prendre le temps d'écouter ce qu'il a à te dire. Il explique dans cet extrait, que tu vas écouter maintenant, qu'en réalité, il n'y a point de liberté financière dans le salariat. C'est un chef d'entreprise qui te le dit, ce n'est pas moi. Il explique ce que c'est que le salariat et ce que c'est que l'entrepreneuriat. Chacun doit faire le choix qui lui convient. Mais si tu veux gagner beaucoup d'argent, et Régis le dit très clairement, ce n'est pas avec le salariat. Tu dois devenir entrepreneur. Tu dois prendre le risque de l'entrepreneuriat. Attention, ça n'a pas été facile pour Régis. Ça a été tellement difficile que même sa propre mère n'a pas cru en lui. Ses amis l'ont lâché. Tout le monde lui a tourné le dos quand il s'est lancé dans son projet. La seule personne qui a continué de croire en lui mordicus, c'était son épouse. Il te raconte tous ces détails dans l'extrait qui va suivre et je pense que tu dois partager cet extrait parce que c'est inspirationnel. Et Régis a d'autres choses à te dire les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès de Paris pour notre événement Back to Africa. C'est un de nos key speakers cette année. Il nous viendra du Bénin pour partager avec toi sa passion pour l'Afrique et la nécessité pour la diaspora de rentrer contribuer à développer les pays africains. Nous n'allons certainement pas tous rentrer, mais je pense que les jeunes qui entendront ce que Régis a à leur dire pourraient changer complètement leur perspective de carrière. Si tu n'as pas encore pris ta place, c'est le moment de le faire parce que nous sommes en grande promo. Pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas être à Paris les 11 et 12 octobre, vous pourrez suivre le stream à distance à 99 € au lieu de 300 € en ce moment. Les prix vont aller en augmentant, donc c'est le meilleur moment de prendre ta place. L'année dernière, les gens l'ont pris à 300 €. Pareil pour les places à l'événement. Ceux qui étaient l'année dernière le savent. Les places ont commencé à 300 € et se sont terminées à 500 €. Mais cette année, nous sommes allés encore plus bas. Et nous commençons les places à 150 €. Tu n'as donc aucune excuse pour ne pas prendre ta place maintenant. Mais avec les semaines qui vont suivre, les prix vont augmenter et on finira comme l'année dernière à 450, 500 €. Tu as donc tout intérêt, si tu veux être là, à moindre frais, de prendre ton ticket tout de suite. Dans la barre de description, après Régis, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est parti! C'est quand même assez intéressant, ton mindset à l'époque, parce que quand ton beau-père te suggère de rentrer en Afrique, tu n'as pas encore un plan. Tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Tu ne sais pas encore quelle est la boîte que tu vas lancer. Tu vas juste, en réalité, dans un marché. Et une fois sur place, tu finis par voir ce que tu peux faire et tu te lances là-dedans. C'est intéressant pourquoi je dis ça, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, justement, ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils vont te dire, mais je rentre faire quoi? Toi, est-ce que tu avais la réponse à cette question quand tu quittais la France? Alors, je vais être très clair. Mais ça aurait été très facile si on savait ce qu'on irait faire. Autrement, tout le monde serait rentré. Le principe même de devoir rentrer, c'est de prendre le risque de l'aventure, par définition. Et vous savez, il y a deux choses que je savais. Je savais ce que je voulais faire, je savais ce que je ne voulais pas faire.
Je savais que je voulais faire de l'entrepreneuriat. Mais quel entrepreneuriat, je ne savais pas. Je savais que je ne ferais jamais de la politique, comme je vous l'ai dit hier, ni en parole, ni en pensée, ni par action, ni même pas par omission. Pour moi, c'était très clair. Jamais de politique et toujours de l'entrepreneuriat. Dès lors que je savais avec précision ce que je ne voulais pas faire et que je savais aussi ce que je voulais faire, c'était un peu plus facile. Et il y a ce qu'on appelle les concours de circonstances. Alors, permettez-moi de vous raconter la petite histoire. Vous savez, quand j'étais directeur commercial chez Wang, j'étais mitoyen à l'UNICEF. Et l'UNICEF avait des chauffeurs, des 4x4, pour distribuer le courrier. Et puis un jour, j'étais avec un des patrons de l'UNICEF, il s'appelle Coty, et puis Virgile Oussou s'appelait, c'était le directeur de l'approvisionnement à l'époque de l'UNICEF. Et puis un des chauffeurs a omis de distribuer un courrier qui était urgent. Il a laissé dans son bureau et puis c'est resté longtemps dans la voiture. Donc j'ai assisté à l'engueulade de ce chauffeur à l'UNICEF. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais attendez, lorsque vous mettez autant d'argent, des voitures qui vont distribuer le courrier, en plus des chauffeurs qui n'arrivent même pas à respecter les engagements, moi je trouve que c'est quand même une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Et c'est comme ça que l'idée de créer une entreprise de courrier express m'est venue. C'était un déclic dans un concours de circonstances où j'ai assisté à une scène d'un employé, d'un chauffeur, d'un organisme qui s'appelle l'UNICEF. Je le dis parce que je reste très factuel. Et c'est comme ça que j'ai conçu le business plan. Mais une fois que vous le concevez, le business plan, il n'y a personne qui vous soutient. C'est ça aussi le drame de l'Afrique. Et c'est ce qu'il faut que les jeunes comprennent. Nos parents ne sont pas formatés pour admettre que nous soyons des entrepreneurs. Pour eux, une fois qu'on a fini nos études, il faut trouver les moyens d'être embauché quelque part. C'est ce que nos parents ont tracé pour nous comme destin. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez le risque d'aller dire à vos parents que vous voulez être entrepreneur, naturellement, pour eux, c'est une aberration totale. Et je me rappelle, c'est ce qui s'est passé. Lorsque je cherchais des ressources et que je suis allé voir même mon beau-père, qui à l'époque me conseillait de rentrer, quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit, écoute, c'est complètement superficiel ton histoire. Et lorsque j'en ai parlé à ma mère, parce que je savais très bien que ma mère, c'est quelqu'un qui économise beaucoup, qui a toujours un peu de la ressource, j'avais besoin qu'elle me donne 5 millions de francs CFA. Elle n'était pas du tout au-dessus de ça. Elle en avait la possibilité, mais elle a refusé. Elle a été catégorique. Et à l'époque, il y avait le patron d'une banque, la BOA en l'occurrence, et moi, je cite les noms parce que ça fait 30 ans, donc il y a prescription. Alors, Monsieur de Romo, qui était le directeur général de la BOA à l'époque, a été très séduit par mon projet. Il m'a dit, écoute, moi, je n'ai pas l'habitude de financer ce genre de choses, j'y crois pas. En revanche, je peux accepter que tu sois prestataire de la banque. J'ai dit, mais prêtez-moi au moins 1 million. Il m'a dit, non, je ne veux pas financer quelque chose que je ne comprends pas. Je n'ai pas de visibilité par rapport à ce projet. Et lorsque je suis descendu de son bureau, je suis allé voir un chargé de compte, il s'appelle Patrick Saïzonou, il était directeur adjoint de je ne sais pas quoi de la BOA. Et je lui ai dit, écoute, la BOA a refusé de me prêter 2-3 millions. Et ce monsieur Patrick, eh bien, il a sorti son tiroir, il a sorti son chéquier et il m'a offert 400 000 francs CFA. Ça a été le deuxième montant que j'ai reçu. 3 000 euros, enfin 20 000 francs français de ma sœur et 400 000 francs de Patrick Saïzonou. Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. Et évidemment, quand vous créez votre entreprise, c'est difficile. Il n'y a personne qui vous croit. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que la plupart de mes amis commençaient à me fuir. Parce que je n'étais plus crédible du point de vue social, je n'étais plus quelqu'un de fréquentable. À tel point que ma mère, dans sa bienveillance, est allée voir mon ancien employeur pour lui dire que je suis un irresponsable de bien vouloir me reprendre. Et c'est là que mon employeur m'a appelé pour me dire, écoutez Régis, vraiment votre maman, vous devez lui dire merci. Elle est venue me voir pour que je vous reprenne, vous recommencerez le travail lundi. Je dis, ben non monsieur, j'ai donné ma démission, je ne reviens pas. Et c'est pour vous dire que c'est extrêmement difficile. Le seul soutien que j'avais, c'était mon épouse. C'était la seule personne, je dis bien la seule personne qui croyait en mon projet. Et on s'est battu, on a été résilients. Et puis finalement, je pense que l'histoire nous a donné raison. C'est pour cela que, vous savez, lorsque les gens me conseillent d'écrire sur Top Chrono et que personnellement, j'y émets des réserves, je pense que c'est important que les jeunes comprennent que non seulement il y a des choses à faire dans leur pays,
en général, mais en plus, il faut qu'ils soient résilients lorsqu'ils acceptent d'être entrepreneurs. Vous savez, ne vous y trompez pas, hein. Aucun employeur ne fera de vous des gens aisés. Jamais. Jamais. Dès lors que vous rentrez dans une posture de quelqu'un qui attend la fin du mois pour avoir un salaire, eh bien, ça veut dire que vous vous enlisez dans ce que j'appelle une dépendance totale permanente. Mais en même temps, lorsque vous prenez le risque de l'entrepreneuriat, non seulement vous exercez quelque chose de passionnant, mais en plus, vous pouvez faire des rêves et réaliser des choses aussi bien sur le plan financier. Mais attention, il ne faut pas que l'objectif soit d'abord financier. Moi, je n'ai pas créé Top Chrono parce que je voulais gagner de l'argent. J'ai créé Top Chrono parce que j'avais envie d'être un entrepreneur. Depuis étudiant, je voulais faire de l'entrepreneuriat. Donc, c'est la vocation et la foi en mon idée qui a suscité mon engouement. Ce n'est pas du tout le but de chercher de l'argent. Mais encore que, l'argent, il n'est pas mauvais de chercher de l'argent. Je ne suis pas un philanthrope. Donc, l'objectif aussi, c'est quand même de générer de la trésorerie et de pouvoir vivre aisément. Et si aujourd'hui, je fais le bilan de ma vie, je ne suis pas certain que j'aurais réalisé tout ce que j'ai fait dans ma vie si j'étais resté en France. C'est pour cela que lorsque je vois mes enfants, je vois d'autres personnes s'enraciner sur la France, ça me fait de la peine parce que je me dis, ils ne savent pas ce qu'ils ratent en ne rentrant pas dans leur pays.